le café est un psychotrope, c'est-à-dire une substance qui modifie le fonctionnement psychique. Et ce qui est particulier par rapport à la caféine, c'est que c'est une substance qui modifie le psychisme d'une façon extrêmement subtile, discrète. Euh, et donc le café est, contrairement à tous les autres psychotropes, je dirais que c'est la seule substance qui est consommée avec une acceptabilité sociale totale. Voilà. Et alors ce qui est curieux, c'est que à toutes les époques, ça a été accepté et sous toutes les latitudes. Il n'y a pas d'endroit où le café ait été interdit, il n'y a pas d'époque où le café ait été interdit. C'est le seul psychotrope qui a cette particularité d'avoir été tellement banalisé, tellement généralisé, qu'il n'est même pas considéré comme un psychotrope. Salut les rebelles, bienvenue sur Nexus, le magazine le plus libre du monde. J'ouvre mon micro aujourd'hui à à une de nos journalistes, Marie-Elsa, qui a sorti un dossier très intéressant sur le café et sur le monde du lobby qui l'entoure. On apprend des éléments extrêmement importants à connaître, comme par exemple que comme tout lobby en général, ceux du café font tout leur possible aujourd'hui pour qu'on ne connaisse pas la gravité parfois des excès de prise de café ou la mauvaise qualité nutritive que certains cafés peuvent avoir, ou encore même des effets sur les effets secondaires des cafés. Voilà, donc Marie-Elsa est avec nous, on va faire une petite vidéo, vous pouvez retrouver son Bonjour article dans Romain. le dernier numéro, le 155. Marie-Elsa, bonjour, que faut-il savoir sur ce sujet qu'est-ce qui a été le plus étonnant pour toi dans cette étude? Donc je n'y avais pas accordé d'intérêt jusqu'à ce que les hasards de ma vie de famille m'amènent à devenir grand-mère avec ma fille qui s'est retrouvée à arrêter le café pendant sa grossesse. Et ce qui m'a extrêmement frappée, c'est que nous ne la reconnaissions pas. Elle avait retrouvé, je dirais, le caractère, le tempérament et le temps de ses années pré-études. Et on avait bien noté effectivement que son comportement avait changé à partir du moment où le stress des études avait été assez fort, mais on ne l'avait jamais relié à la prise du café. Et c'est vrai que l'arrêt immédiat total de la caféine nous a amené, voilà, une personne qu'on avait perdue depuis longtemps et qu'on a retrouvée. Et j'ai commencé à enquêter de façon un petit peu dilettante sur le sujet. Et je suis tombée sur comment dire, des recherches américaines. Euh, il y a deux personnes en particulier aux États-Unis qui sont très virulentes sur les cafés au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Ils s'appellent Jason Christophe et Anthony William. Pas des gens qui coopèrent, mais enfin, tous deux publient des choses extrêmement intéressantes et relativement bien documentées. Et j'avoue que j'ai été sidérée de tout ce que j'ai découvert. Voilà. Et dedans, tu parles justement, c'est par rapport à, là tu dis que cette personne avait retrouvé une seconde jeunesse presque. En fait, tu parles dans l'article d'empoisonnement. On s'empoisonne finalement. Tu parles d'effets secondaires et tu dis surtout, alors ça, j'aimerais qu'on aille dessus tout de suite. Pour les lecteurs qui n'ont pas beaucoup de temps et qui nous regardent là aujourd'hui, tu parles de destruction de preuves scientifiques. Tu parles d'une forme de manipulation qu'il y a eu à travers le temps. Il y a plus d'une centaine de sources dans ton article qui est extrêmement bien documenté. Et tu dis que certains alors on ne sait pas si c'est des manigances ou n'importe quoi, mais il y a eu une volonté de taire certains sujets sur le café. Alors, si on a le temps sur cet enregistrement de parler des effets secondaires néfastes du café, j'espère qu'on pourra les aborder. C'est vraiment un sujet en soi. Euh, Donc prends le le temps que fait tu veux. est, le fait est que ces effets sont nombreux, extrêmement nombreux. Ça a été donc pour moi la plus grande surprise, c'est de découvrir vraiment la liste inouïe et innombrable des effets secondaires négatifs du café sur la santé humaine et sur le psychisme humain. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces informations parce qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche rapide sur n'importe quel moteur de recherche, on ne tombe absolument que sur des interventions, des études scientifiques, des articles qui vantent les bienfaits du café. Donc, il m'a fallu comment dire, remonter
dans le temps, au niveau de mes recherches, remonter entre les années 1950-1990. C'était des décennies pendant lesquelles il y avait une matière qui était encore assez abondante, puisqu'il y avait déjà des débats sur la nocivité du café, mais les débats portaient clairement sur l'effet dose, c'est-à-dire à partir de quelle dose le café devient néfaste, et portaient sur l'accoutumance. Voilà. Donc il y avait effectivement des débats, mais ils se limitaient à ces points-là. Et dans, on va dire, deuxième moitié du XXe siècle, personne n'aurait pensé à soutenir que le café était bénéfique pour la santé. Ça aurait été une aberration scientifique. La question ne se posait même pas. Voilà. Et donc j'ai pu retrouver une matière relativement nombreuse parce que j'ai eu de la chance et qui était produite dans ces années-là. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, alors c'est pas le sujet de mon article parce que ça serait un angle à traiter à part entière, c'est-à-dire chacune de ces études qui vantent les bienfaits du café, par qui est-elle payée, les personnes qui ont contribué, quels sont leurs liens d'intérêt, quels sont... Voilà, moi je n'ai pas du tout, je ne me suis pas penchée sur la question. J'ai choisi finalement de ne pas m'y attarder et de me concentrer sur les études qui étaient indépendantes il y a donc une quarantaine, cinquantaine d'années et qui cherchaient à évaluer vraiment les méfaits du café sur l'organisme humain. Alors, je vais lire certains éléments que tu as mis dans l'article. Déjà, et alors, il y a quelque chose moi, que j'ai appris là-dessus. Tu dis l'agriculture conventionnelle du café, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est une des plus pulvérisées au monde. Ça c'est extrêmement fort. Derrière le coton et le tabac, tu dis, avec des herbicides et des fongicides, insecticides parmi les plus dangereux. Donc ça, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas de danger dessus. Et tu parles aussi, je crois, du problème de la torréfaction. Comment est-ce que aujourd'hui on peut avoir autant d'éléments négatifs sur le café? Alors, j'ai même écrit que la fève de caféier ne devrait jamais être ingérée de façon courante. C'est une plante médicinale euh, qui, euh, qui sécrète de la caféine, qui est un pesticide naturel et que le caféier sécrète pour se protéger lui-même des insectes. Donc la caféine, c'est un pesticide, c'est un alcaloïde, c'est une matière, c'est un matériau, enfin c'est une molécule toxique. Mais indépendamment de la caféine sur laquelle il faudra peut-être revenir parce que c'est la caféine qui est à l'origine quasiment de tous les effets secondaires négatifs, il y a effectivement de nombreux toxiques dans le café. Il y a des acrylamides. Les acrylamides, c'est une substance qu'on trouve dans n'importe quelle substance, on va dire, grillée, torréfiée. Dans les barbecues, il y a des acrylamides et on sait que c'est une substance cancérigène. On va retrouver par exemple des alcools diterpènes qui contribuent à augmenter le cholestérol. Il y a énormément, il y a des centaines de composés dans le café, donc je ne vais pas vous les citer tous, je ne suis pas du tout assez experte sur la question. Il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc ça c'est cancérogène avéré. Les aldéhydes, cancérogènes, des furanes, des méthylfuranes, ça on sait que c'est toxique pour le foie. Voilà, et des résidus de pesticides, effectivement, puisque c'est une agriculture qui est très arrosée. C'est pour ça que les gens qui souhaitent boire du café vont chercher du café éthique, bio, etc. et que c'est une démarche utile. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas évident de parler du café Ouais. parce que tout le monde boit du café et que ben, finalement, je pense que pas grand monde a envie de vraiment d'explorer les dessous de sa propre consommation de café, même modérée. Voilà. Oui, c'est comme pour le tabac, quand effectivement il y avait énormément de fumeurs et on dit tout d'un coup qu'il y a des cancers du poumon. On n'a pas envie de savoir qu'il y a des choses nocives dedans. Oui, et puis parce que c'est vraiment, alors c'est un psychotrope. La caféine est un alcaloïde. Donc, étant un alcaloïde, le café est un psychotrope. C'est-à-dire une substance qui modifie le fonctionnement psychique. Et ce qui est particulier par rapport à la caféine, c'est que c'est une substance qui modifie le psychisme d'une façon extrêmement subtile, discrète. Euh, et donc le café est, contrairement à tous les autres psychotropes,
je dirais que c'est la seule substance qui est consommée avec une acceptabilité sociale totale. Voilà. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'à toutes les époques, ça a été accepté et sous toutes les latitudes. Il n'y a pas d'endroit où le café ait été interdit, il n'y a pas d'époque où le café ait été interdit. C'est le seul psychotrope qui a cette particularité d'avoir été tellement banalisé, tellement généralisé, qu'il n'est même pas considéré comme un psychotrope. Voilà. Et ça, c'est peut-être le point qui m'a le plus intéressé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience du tout sur quels sont les effets possibles d'une consommation de café. Donc, on pourrait y revenir au niveau physique, mais le point qui m'a le plus intéressé, finalement, c'est au niveau quels sont les effets d'une consommation généralisée, banalisée, légale, ancienne et également répandue partout dans le monde, d'un psychotrope qui modifie ton fonctionnement psychique. C'est pour ça que le titre de l'article, c'était Humanité sous caféine. Et c'est ça, on a même dès le début de l'article, on voit effectivement des anciens écrits où des personnes qui prenaient trop de café euh, avaient été diagnostiquées comme ayant des tremblements et énormément de problèmes comme ça de Oui, c'est un article de neuro. 1909 qu'on cite dans une revue médicale, enfin même c'est un document de référence de médecine Ouais, dans le monde anglo-saxon. Et c'est vrai que les médecins savaient parfaitement que la caféine était une substance toxique, donc un poison, dont l'effet est très variable suivant les individus, suivant l'état des individus, suivant le contexte dans lequel ils se trouvent et suivant la ouais. dose. Comme tous les poisons, l'effet dépend de la dose. Et c'était les effets de ce poison-là étaient relativement bien documentés. Et, euh, et le caféinisme était un terme qui était connu. C'est un terme qui n'est plus connu aujourd'hui. Ah ouais. Hein, le caféinisme, c'est la maladie qui résulte d'une consommation chronique excessive de café. Or, la consommation de café est nécessairement chronique. Il n'y a quasiment pas de buveurs occasionnels de café. On boit du café ou on ne boit pas de café. Et excessif, évidemment, ça dépend de chacun, puisque la dose excessive va dépendre de chaque personne. Mais la consommation de café, tôt ou tard excessive, puisque étant un alcaloïde addictif, il est logique que la consommation augmente progressivement au fil des années. Alors Donc, là, on c'était finit tôt ou tard par atteindre une consommation excessive par rapport à son propre organisme. Voilà. c'est Donc, très beaucoup de intéressant personnes comme. sont atteintes de caféinisme et ne le savent pas. Et beaucoup de pathologies aujourd'hui sont des conséquences directes du caféinisme généralisé, alors que la corrélation ne sera jamais établie entre les symptômes et le caféinisme. C'est très intéressant que tu parles de la culture qui entoure le café. J'aimerais qu'on revienne sur finalement, les manipulations de certains lobbies pour essayer de cacher ces effets nocifs. Tu disais, donc tout à l'heure, tu as parlé de certains éléments qui pourraient être possiblement cancérogènes dans le café ou dans les pesticides qui l'entourent. Et tu mets un élément qui est extrêmement intéressant. Tu dis en 2018, à la suite du retrait par l'OMS du café de la liste des, je cite, possibles cancérogènes, l'Association Californian Council for Education and Research on Toxic a intenté un procès contre les fabricants pour qu'ils informent les consommateurs des effets cancérogènes du café ou qu'ils retirent leurs produits toxiques. Comment est-ce qu'on en arrive à une situation comme ça et comment est-ce que les gens peuvent être dûment informés? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lobby du café est un lobby quand même très puissant. J'ai plus tous les chiffres sous les yeux, mais et d'ailleurs les chiffres en poids de ce marché, en poids financier de ce marché sont difficiles à trouver. Donc je me suis retrouvée à faire des calculs pour essayer d'évaluer le poids de ce marché-là. Je crois que je suis arrivée à 150 milliards de dollars annuels. Je dis pas que c'est le chiffre juste, hein, parce que j'ai fait des extrapolations pour en arriver là, mais c'est un très très gros marché, on va dire industriel. C'est un marché qui est en constante augmentation. Entre 2023 et 2024, on est à pratiquement 6% d'augmentation au niveau des ventes, donc de la production et de la vente. C'est un marché qui est en augmentation financièrement parlant, puisque le prix
de vente du café est aussi en augmentation, tu vois, pratiquement 10% d'augmentation en 2024. Donc, on est sur des intérêts financiers énormes qui sont doublés par les intérêts financiers de l'industrie du soda, puisque l'avènement du café décaféiné, puisque quand même, hein, si on a fait du café décaféiné, c'est qu'au fond, on sait quand même bien que la caféine, ce n'est pas bon et que ça fait quand même mal à beaucoup de gens. Et cette caféine qu'on a retirée du café, bah, il fallait en faire quelque chose. Donc, elle atterrit dans de la boisson gazeuse, hein, dans les soft drinks, comme ils disent les Américains. Avec toute la problématique du marché de la soft drinks, hein, on pourra y revenir, mais ça, c'est vraiment un sujet de santé publique majeur, puisque c'est un marché qui amène à créer de l'addiction à la caféine de façon extrêmement précoce chez les enfants. Donc là, on crée des consommateurs qui seront captifs à vie par rapport à produits caféinés. Il faut savoir que le marché de la caféine, donc c'est pas que le café, que le déca, que les sodas caféinés qui sont quasiment tous caféinés. C'est aussi le marché du thé, puisque la théine, c'est exactement la même molécule que la caféine. Je peux te redire le nom si je trouve, c'est la triméthylxanthine, hein, qui s'appelle aussi la méthylthéobromine. Voilà, désolée, j'arrive pas à dire ça de tête, mais voilà, cette molécule, elle a différents noms communs, mais du coup, il y a de la caféine aussi dans le thé. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'après l'eau, les deux boissons les plus consommées au monde, c'est le thé et le café. Donc, il y a moins de caféine dans le thé que dans le café. C'est moins dosé, mais il y en a quand même. Tu as de la caféine dans le chocolat, donc dans le cacao. Et tu en as aussi dans les boissons énergétiques qui sont vendues comme justement substitut des boissons caféinées, le guarana, le matcha, le maté, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi de la caféine dans beaucoup de produits pharmaceutiques. J'ai plus les chiffres en tête, mais tu as des Américains qui ont cherché à ça. Ils avaient trouvé, je crois, 2000 substances en vente libre, comme ils disent, qu'on peut acheter au comptoir, qui, qui contenaient de la caféine, notamment tous les antidouleurs. C'est étonnant, mais aux États-Unis, tu as des stages de réhab, je sais pas comment on dit en français, réhabilitation, désintoxication pour les gens qui ont consommé trop d'antidouleurs parce qu'ils sont complètement intoxiqués à la caféine. Et tu as aussi de la caféine dans un tas de denrées de l'industrie agroalimentaire, puisque l'industrie donc du café avait obtenu assez tôt, là pareil, j'ai pas tous les chiffres en tête, que comment dire, la présence de caféine, ils ont obtenu une dérogation pour n'être pas obligé d'indiquer le dosage ou la présence de caféine dans des produits agroalimentaires. Donc, il est possible qu'il y ait aussi de la caféine dans un tas de produits sans qu'on puisse le suspecter, puisque cette présence n'est pas, il n'y a pas de nécessité, d'obligation légale de l'indiquer dans les compositions. Mais Donc, alors, c'est un marché qui a beaucoup d'influence. Voilà. mais alors là, effectivement, il y a des éléments comme ça, il y en a à l'appel dans ton article. On a aussi justement que la caféine, tu peux en avoir dans le thé, le chocolat, on en retrouve également là-dedans. Tu dis depuis plus de 20 ans, de nombreuses études scientifiques sponsorisées par le lobby de l'industrie du café et relayées ensuite par des leaders d'opinion sèment la confusion sur la question. Ce Troisième que je partie. trouvais, c'est qu'il y avait une forme de cynisme au sens où les bienfaits qui sont listés aujourd'hui, c'est exactement le contraire et l'opposé des méfaits qui avaient été repérés par la science pendant des décennies et des décennies précédentes. Voilà. Donc je trouve ça juste assez ironique et cynique, mais je ne peux pas moi t'en dire plus parce que ce point-là, je ne l'ai pas étudié. C'est dans ce numéro, le 155 de novembre à décembre 2024. De la seringue à l'assiette, c'est un autre dossier. Et parmi tous les articles, vous pouvez retrouver celui-ci de Ce que Marie-Elsa. je voulais Oui, mentionner, c'est qu'il y a oui, énormément de références scientifiques pour justement tout à fait. border le propos qu'on a eu sur cette molécule et sur ce produit. Et il y a un livre de référence qui nous a énormément servi pendant cette enquête, qui s'appelle Caffeine Blues, qui a été édité par le docteur Stéphane Chernisk en 1998, une époque où on avait encore pas mal de données disponibles facilement, on va dire, sur la toile et ailleurs sur ces questions, et que le livre de Chernisk s'appuie sur 700 études scientifiques indépendantes. Voilà.
Donc C'est une c'était quand bonne même très conclusion. bien, les méfaits étaient très bien documentés à l'époque. Voilà. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps, Marie-Elsa. On voulait faire une quinzaine de minutes. Voilà, on a fait 20 minutes, mais les gens pourront aller lire la suite dans ce magazine 155. Merci encore à toi. Alors, avant de Oui, conclure, moi, j'aurais voulu dire quelque chose, c'est-à-dire que pour les personnes que cela vas-y. pourra interpeller par rapport à leur propre consommation de café, il est recommandé de ne pas prendre de décision, comment dire, brutale par rapport à sa propre consommation de café, vu que c'est une Oui, substance très addictive. Pour les personnes qui seraient intéressées d'explorer comment serait leur vie sans café, il est recommandé donc de faire une réduction progressive de sa consommation de café sur une période à peu près de 3 semaines. Donc, c'est assez facile à organiser. Il faut prendre sa consommation journalière, faire une petite règle de 3 pour voir à peu près de combien on doit diminuer tous les jours pour arriver à 0 au bout de 3 semaines. Et le docteur Tchernis recommandait de faire un processus donc d'interruption de consommation de café à l'issue de ces 3 semaines pendant encore quelques semaines. Donc le tout s'étalait sur 2 mois, de noter tous ces problèmes de santé émotionnelle, psychique, etc. avant de commencer l'expérience de 60 jours de diminution puis d'interruption du café, de noter son état ensuite, d'évaluer les bénéfices qu'on trouve en fait à suspendre cette consommation. Il recommandait de ne pas rester dans des faibles doses, puisque les faibles doses créent un problème majeur qui est qu'on peut quand même être dans un niveau de dose qui est toxique pour son propre organisme, donc ne pas avoir les bénéfices de l'interruption du café, et qu'en plus on se retrouve en état de manque permanent. Voilà. De ne pas stagner dans les faibles doses, d'arriver jusqu'à une interruption, d'évaluer les résultats et de décider au bout de 60 jours si on a suffisamment, comment dire, si la balance entre la privation de café et les bénéfices psychologiques, émotionnels, relationnels et physiologiques dont on a pu bénéficier, si ça vaut le coup d'arrêter de consommer du café. Voilà. Et si on décide d'arrêter de boire du café, du coup, faire attention à la consommation de soda, thé, consommation de chocolat, parce qu'on peut reprendre de la caféine par plein d'autres moyens. Et à ce moment-là, on ne peut pas du tout évaluer le bénéfice réel qu'on pourrait avoir d'interrompre sa consommation de café. Pardon d'arriver jusque-là, mais je trouve que c'est intéressant de parler des solutions et pas seulement des problèmes. On est tous des Tout à êtres fait. humains libres, responsables, et il tient qu'à chacun de choisir de consommer des produits caféinés ou non, même si c'est pas facile, vu qu'on est dans un processus addictif, on n'est pas si libre que ça d'arrêter librement sa consommation. C'était très intéressant. Merci d'avoir conclu là-dessus. Vous pouvez par contre consommer des Nexus à tire-larigot. Autant que vous voulez, vous Voilà, pouvez c'est pas les addictif, consommer. ça Ça, demande c'est pas même un effort addictif. intellectuel. C'est ça. Vous pouvez les commander, même ce numéro, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, vous pouvez toujours commander le numéro 155 depuis nexus.fr. Et sinon, Nexus est un magazine qui est en librairie directement au kiosque, à côté de chez vous probablement. Merci encore, Marie-Elsa. À bientôt pour un Merci prochain Romain. article.